Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le transistor bipolaire. On va s'intéresser à l'effet Hurley et on va voir quelles sont les conséquences de cet effet sur l'évolution du courant IC en fonction de VCE, l'existence d'une résistance de sortie au niveau du transistor. Et on va également s'intéresser à l'origine de cet effet. Qu'est-ce qui physiquement provoque l'apparition de cet effet, est à l'origine de cet effet. Alors, un petit rappel. Ce rappel concerne la caractéristique IC en fonction de VCE AIB égale constante. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ce réseau de caractéristiques à plusieurs reprises. On l'a vu sur la vidéo sur le transistor. On l'a également vu sur la vidéo sur l'effet transistor. Donc pour différentes valeurs de IB, on trace la caractéristique IC en fonction de VCE. Donc ces caractéristiques, je les ai tracées pour des valeurs de IB avec un pas de 10 microampères. Et ce que l'on voit, c'est que la caractéristique possède une pente dans la zone linéaire. Cette pente, si vous regardez bien, elle est de plus en plus importante à mesure qu'on avance dans les valeurs de IB croissantes. L'effet Hurley, il a son origine, enfin, c'est l'effet Hurley qui provoque l'apparition de ces pentes. Alors, on va tout de suite s'intéresser à cet effet Hurley. Donc je vous rappelle très brièvement l'effet transistor. Ici une zone N, ici une zone P, ici une zone N. Alors je ne fais pas davantage de rappel. Le collecteur se trouve en haut, la base au milieu, l'émetteur en bas. On a donc l'apparition en fait de deux jonctions PN, une jonction base émetteur et une jonction base collecteur. Il faut, pour obtenir l'effet transistor, là où va se produire l'effet Hurley, polariser la jonction base émetteur en direct. Pour ça, il faut du VBE supérieur à 0. Plus généralement, en réalité, il faut un VBE supérieur à 0,6-0,7 volts. Et ensuite, il faut polariser la jonction base collecteur en inverse, faire en sorte qu'elle soit bloquée pour obtenir ce même effet transistor. Alors, à partir de cette polarisation, potentiel de base supérieur au potentiel de l'émetteur, on a l'apparition d'un champ électrostatique de la base vers l'émetteur. De la même façon, comme le potentiel du collecteur est plus grand que le potentiel de la base, on voit apparaître un champ électrostatique qui va du collecteur vers la base. Alors à noter que ce champ électrostatique est plus ou moins important en fonction de la valeur du potentiel du collecteur. Le potentiel de la base, c'est 0,6-0,7 volts. Le potentiel du collecteur, c'est supérieur donc à 0,6-0,7 volts. Mais si j'ai un VCE égal à 20 volts, par exemple, j'aurai un potentiel de collecteur de 20 volts. Et une différence entre collecteur et base de 19,4 volts à peu près. Et donc un champ électrostatique qui sera d'autant plus grand. C'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que plus le potentiel au niveau du collecteur est important, plus le champ électrostatique ici est important. Alors vous vous souvenez que la force électrostatique appliquée à une charge, elle se calcule à partir de la valeur de la charge multipliée par le champ électrostatique appliqué sur la charge. Donc si je considère les électrons qui se trouvent ici dans la zone de l'émetteur, dans la zone N de l'émetteur, ces électrons majoritaires, qui sont des porteurs libres, subissent une force qui est donc proportionnelle au champ électrostatique, qui lui-même, en module, est proportionnel au potentiel au point B, au niveau de la base. Donc on a comme ça des électrons qui vont vers la base et qui vont être accélérés ensuite par le champ électrostatique entre le collecteur et la base et vont migrer vers le collecteur. Alors comme la base est fine, on a une partie des porteurs qui se recombinent avec les trous de la base, mais ceux-là sont en quantité insuffisante pour que tous puissent se recombiner, et donc on va avoir beaucoup d'électrons qui vont franchir la base et aller vers le collecteur. Cette proportion-là, je l'ai notée alpha IE, avec alpha qui est proche de 1. On a une petite proportion, 1 moins alpha IE, où IE est le courant de l'émetteur, qui va vers la base. Bon, tout ça, on l'a déjà vu sur l'effet transistor. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsque le potentiel du collecteur augmente. Alors, je suppose qu'au départ, j'avais un petit potentiel au niveau du collecteur, et j'augmente maintenant le potentiel du collecteur.
Donc VC augmente. Si VC augmente, la conséquence immédiate, c'est que le champ électrostatique ici augmente. Et comme il augmente, il exerce une force plus importante sur les électrons qui arrivent de l'émetteur et qui arrivent dans la base. Et par conséquent, la proportion alpha des porteurs qui vont passer finalement la base pour aller vers le collecteur va augmenter légèrement. Alors c'est très léger, mais c'est suffisamment important pour que finalement on ait une proportion plus importante à mesure que le potentiel du collecteur augmente ici. On ait une proportion du courant IE qui aille vers le collecteur. Donc si on avait bêta IB pour un tout petit potentiel sur le collecteur, on se retrouve avec quelque chose qui est un bêta IB plus quelque chose. Et ça, c'est d'autant plus grand que le potentiel du collecteur est grand. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Hurley. Et on va voir maintenant sur les caractéristiques ce que ça donne. Alors la caractéristique, je l'ai reprise, je suis toujours dans le plan IC fonction de VCE, avec des caractéristiques à IB constantes. Simplement, j'ai tracé ça avec une échelle un petit peu différente, justement pour faire apparaître une caractéristique de cet effet Hurley qu'on appelle la tension Hurley. Et pour ça, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ici bien, une droite qui va finalement tangenter la caractéristique pour IB égale 10 microampères. Et quand je trace cette caractéristique, je me retrouve comme ça. Bon, alors c'est pas bien tracé parce que, évidemment, je suis super bien équipé au niveau de la règle. Et puis, c'est pas si facile à tracer. Allez, on fait une petite tentative. Je trace à nouveau. Mais bon, je pense que tout le monde a compris l'idée. Voilà. Donc, on a comme ça tracé la tangente à la caractéristique IC fonction de VCE pour IB égale 10 microampères. Alors, ce procédé, je peux le répéter. Et je peux le faire pour les différentes caractéristiques. Et ce que je constate, c'est que quand je le fais pour les différentes caractéristiques, eh bien on atterrit systématiquement au même endroit. Cet endroit, c'est la tension de Hurley. Alors cette tension, on la note VA. Et comme ici on est du côté négatif, eh bien le potentiel correspondant c'est moins VA. Mais dans la réalité, la valeur à laquelle on s'intéressera, c'est VA qui est une grandeur positive. Donc c'est pour ça qu'on écrit moins VA. Alors ça c'est intéressant parce que ça nous a permis de montrer quelque chose, c'est qu'on peut facilement calculer la résistance correspondante à cette demi-droite là. Parce que finalement, on se trouve dans le plan VCE-IC. Et dans le plan VCE-IC, quand j'ai une droite, ça veut tout simplement dire que j'ai du VCE égal à du R fois IC. Donc chacun de ces segments, ici, c'est par exemple une résistance RO pour output pour un IB de 40 micros. Allez, je vais marquer le RO40. Ça va correspondre à un RO pour 30 microampères. Ici, ça correspond à une résistance de sortie pour 20 microampères. Et là, finalement, c'est une résistance de sortie pour 10 microampères. Et on voit bien que localement, sur ces différents segments, on respecte la loi d'Ohm avec IC et VCE qui sont liés par RO40. Alors attention, je ne peux pas écrire que VCE c'est égal à RO40 fois IC. Non, c'est juste local par rapport à ce point-là. Pour bien comprendre ça, on va revenir ici à ce qui correspond à un schéma équivalent du transistor. Le transistor, entre la base et l'émetteur, on a vu que c'était une jonction PN. Je représente dans le schéma équivalent par une diode. Il y a des courants. Ici, le courant IB. Donc, je peux mettre en majuscule dans le cas présent. Là-bas, j'ai le courant IC. Ici, j'ai VCE et là-bas, j'ai VBE. Alors d'habitude, IC, c'est bêta fois IB. Donc une source de courant
de valeur bêta fois IB. Ça, c'est ce que j'ai quand je regarde les différents points ici. Par exemple, sur celui-ci, j'ai du bêta fois IB. Et puis, sur celui-ci, j'ai un bêta fois IB. Avec une autre valeur de IB. Là, j'ai du bêta fois IB. Avec IB égale 20 microampères. Et en dessous, j'ai bêta fois IB encore. Maintenant, si je veux vraiment connaître le courant IC, eh bien ce courant IC, il va falloir prendre la valeur bêta IB et lui ajouter quelque chose qui correspond à la résistance locale qui lie VCE à IC. Et cette résistance, c'est celle qui provient de l'effet Hurley. Donc pour ça, dans le modèle équivalent, on ajoute une résistance. Ici. Cette résistance, eh bien en fait, elle est liée à la pente que l'on a ici. Et cette pente-là, il est facile de la calculer, puisque je pars de 0 avec bêta IB et j'ai une distance VA sur cet axe-là. Donc VA sur l'axe des abscisses et bêta IB sur l'axe des ordonnées. Ce qui donne donc une résistance qui va valoir par exemple pour celle-ci, donc R040 égale VA sur bêta IB. Et ça, c'est vrai pour les différentes valeurs de IB possibles. Donc ma résistance, c'est finalement une résistance de valeur VA sur bêta IB. Alors on peut exprimer les calculs un petit peu différemment. Déjà, quand on écrit les calculs, ce qu'on voit, c'est que finalement, le courant final, c'est du IC égale bêta fois IB plus, avec la loi des nœuds, VCE divisé par VA sur bêta IB. Ce qui fait du bêta IB plus VCE fois bêta IB sur VA. Et là, si on factorise, eh bien on voit facilement apparaître IC égale bêta IB que multiplie 1 plus VCE sur VA. C'est vraiment juste. Donc je reporte ce qu'on vient d'obtenir. On vient d'obtenir que IC, eh bien ça pouvait s'écrire bêta IB que multiplie 1 plus VCE sur VA, où VA est la tension de Hurley. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu qu'effectivement, le modèle équivalent d'un transistor en grand signal, eh bien ça pouvait s'assimiler à ceci dans la zone linéaire évidemment, où on va faire intervenir donc une diode à l'entrée, et là on conserve la caractéristique non linéaire donc, de la jonction base émetteur, et à la sortie, on a fait apparaître une résistance de sortie, donc de cette jonction collecteur, pardon, pas jonction, du modèle équivalent entre le collecteur et l'émetteur. Ce modèle, on reverra par la suite, on en aura besoin lorsqu'on va s'intéresser au miroir de courant, aux sources de courant, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un circuit intégré, et c'est ce qu'on appellera donc la microélectronique, qui va faire l'objet de plusieurs vidéos dans les semaines à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Cet effet Hurley, on le lit à différentes reprises, on entend souvent parler, et puis c'est quelque chose qui est parfois masqué dans les différents cours qui sont faits à un niveau, je dirais, Bac plus 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je trouvais intéressant de faire une vidéo pour en parler. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.